Merci de votre constante fidélité à nos programmes. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a rencontré les opérateurs économiques ce mardi 23 avril 2024 dans la salle de réunion de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali afin de les remercier et féliciter d'avoir suivi à la lettre les lignes directives du gouvernement concernant le prix du sucre pendant le mois de Ramadan. Suivons le compte-rendu. En prélude au mois de Ramadan, le gouvernement du Mali a pris des dispositions en fixant le prix du sucre. L'objectif principal de cette rencontre est de faire le bilan de cette initiative nommée l'opération Ramadan Lafia, qui a été un grand défi pour le département en charge du commerce et de l'industrie. Et depuis le mois de décembre, le ministère de l'Industrie et du Commerce et l'ensemble des directions rattachées, notamment la Direction générale du commerce, consommation et concurrence, se sont mobilisés pour mettre en place un dispositif d'approvisionnement du marché pendant le mois de Ramadan. Ce dispositif reposait sur deux piliers. Le premier pilier, c'était d'autoriser un contingent pour l'importation de 50 000 tonnes de sucre, avec tous les avantages qui sont rattachés. Cela a été piloté par la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence. Et le deuxième pilier, c'était du côté du ministère de l'Industrie et du Commerce, suite au lancement de la campagne sucrière de Soukala et de N'Soukala, nous avons décidé de réquisitionner 25 000 tonnes de sucre, de les cantonner et d'assurer l'approvisionnement du marché à partir de ce stock de 25 000 tonnes pour compter du 11 mars 2024, date de démarrage du mois de Ramadan. Après constat, le ministre de l'Industrie et du Commerce félicite et remercie les opérateurs économiques d'avoir respecté les prix fixés par le gouvernement. Essentiel. Le premier point pendant ce mois de Ramadan, c'était d'assurer la disponibilité de l'ensemble des denrées de première nécessité, notamment le sucre, sur l'ensemble de nos marchés, de Bamako et des villes de l'intérieur. Le deuxième paramètre, c'était l'accessibilité. Et le troisième paramètre, c'était le prix. Et pendant tout le mois de Ramadan, ces prix ont été respectés, observés sur l'ensemble du territoire national. Tout le mérite vous revient. Et je viens au nom du gouvernement vous dire un grand merci pour votre très grande mobilisation, pour votre accompagnement, pour votre esprit de collaboration et de partenariat qui ont permis d'assurer la très bonne couverture de ce mois de carême qui s'est passé dans les meilleures conditions possibles. Tout le mérite revient à la Chambre du commerce et de l'industrie du Mali. Et c'est pourquoi il faut être honnête et sincère dans la vie quand on travaille avec les gens. Je suis venu un jour ici dire que rien ne va. Et j'étais fâché. J'ai dit pourquoi j'étais fâché. Mais quand tout va bien, il ne faut pas avoir honte de venir aussi que tout va bien et que ça a été bien fait. C'est ça qui est honnête, c'est ça qui est sincère. Au dé islamien quoi. Ni min kan do mi ba fo kan mais ni mi mai fa na ba fo kan. Mais ni mi mai ba fo mai ni mi nyane bi tatu kan. Au te horon au islamien. Témoignant de l'engagement des acteurs économiques envers le bien-être des consommateurs maliens, c'est un président de la Chambre de commerce et de l'industrie fier de ses pairs tourne les remerciements et salutations au gouvernement de la transition. Cette rencontre a mis en lumière l'importance de la coopération entre le gouvernement, les entreprises et les organisations de la société civile pour les besoins des consommateurs et le développement économique et social du Mali. Au cours de la rencontre, mention spéciale a été faite par le ministre à l'endroit du président de la CECIM Gao, qui n'a pas ménagé d'efforts quant à l'acheminement du sucre sur Gao. À l'intérieur du pays, un redoutable terroriste a été neutralisé par les FAMA dans la région de Tombouctou, au nord du Mali. Amadou Kamara nous en dit plus. L'état-major des armées du Mali a annoncé lundi avoir neutralisé Ali Khalifa Saouri, un redoutable terroriste impliqué dans toutes les attaques contre les forces de défense et de sécurité, y compris les tirs d'obus et des braquages contre les civils
le long de la route Tombouctou-Goundam. Par voie de communiqué rendu public, c'est lundi 22 avril, l'état-major général des armées précise qu'Khalifa Saouri a été neutralisé lors d'une mission spéciale dans la journée du 19 avril 2024 dans la région de Tombouctou, entre Douatiré et Acharan. Ces redoutables criminels impliqués dans toutes les attaques contre les Famas, y compris des tirs d'obus et des braquages contre les civils le long de la route Tombouctou-Goundam, étaient vivement recherchés, a indiqué la même source, précisant que ces terroristes a formellement été identifié avec un recueil de renseignements de grande valeur. Contacté par Anadoli, un responsable de la société civile de Tombouctou, qui a préféré garder l'anonymat, a déclaré qu'Ali Khalifa serait à l'origine de plusieurs obus tirés en direction de la ville de Tombouctou, ainsi que l'aéroport de la ville. Il serait aussi l'auteur de toutes les attaques contre les civils dans le tronçon Tombouctou-Goundam. Le 12 avril, l'armée malienne avait annoncé la mort du chef terroriste du secteur de Doko, dans la zone de Youarou, au centre du pays. Ali Sekou, alias Djouaridi, ainsi que plusieurs autres terroristes aux environs de Lawina. Il était adjoint de Hassan alias Cheikh Oumar, vivement recherché, et était responsable de plusieurs exactions sur les populations et de poses d'engins explosifs improvisés dans les secteurs. Le Mali est confronté à une crise multidimensionnelle depuis 2012, traduite notamment par des attaques terroristes et des conflits communautaires. La présence de forces étrangères n'a pas aidé à améliorer la situation sécuritaire, ce qui a amené les autorités militaires au pouvoir depuis 2021 à demander le départ des troupes françaises et onisiennes et de se retirer de la force régionale G5 Sahel. Actualité hors de nos frontières au Sénégal, la renégociation des contrats miniers et d'hydrocarbures voulus par le président Faye pour qu'il bénéficie davantage aux populations locales serait une option risquée pour l'investissement et créerait une zone d'ombre dans le partenariat futur avec les compagnies selon les acteurs du secteur. Moussa Fomba nous en dit plus. Le démarrage de l'exploitation des hydrocarbures est attendu cette année au Sénégal, qui dispose aussi de mines d'or, de phosphate et de zircon. Les revenus combinés de deux des principaux gisements gaziers et pétroliers sont estimés à une moyenne annuelle de 700 milliards de francs CFA sur une période de 30 ans selon Petrosen, la société pétrolière publique sénégalaise. Le pays ouest-africain parmi les 25 les moins développés au monde mise sur ses ressources pour faire un bond économique, mais les nouvelles autorités sénégalaises estiment que les contrats signés par l'ancien pouvoir sont très défavorables au Sénégal. Une affirmation qui a toujours été démentie par l'ex-pouvoir et la plupart des experts du secteur. Le nouveau président Diomaye Faye a promis de les négocier et a annoncé parmi ses premières mesures un audit du secteur minier, gazier et pétrolier. Son mentor Ousmane Sonko, qu'il a nommé Premier ministre, s'en était pris pendant la campagne à certains intellectuels complexés qui font croire qu'il est impossible de renégocier ces contrats. Le groupe australien Woodside Energy, qui opère dans le champ pétrolier de Sangomar, au centre-ouest du pays, respecte le droit des États à déterminer les cadres juridiques et réglementaires qui régissent l'exploitation du pétrole et du gaz, a affirmé à l'AFP Christine Foster, une porte-parole. Mais selon elle, les meilleurs résultats sont avec les États qui travaillent en partenariat avec l'industrie, respectent la sacralité des contrats et créent une certitude en matière d'investissement. L'ex-président Macky Sall, qui a gouverné le pays de 2012 à 2024, a lui estimé que les contrats peuvent être améliorés, mais franchement, penser qu'on peut changer les contrats déjà signés avec les compagnies n'est pas possible. Ce serait désastreux pour le Sénégal, dans un entretien qu'il a accordé le 19 mars à Bloomberg. Selon l'ex-pouvoir, jusqu'à 60% des revenus de la future exploitation du gaz et du pétrole iraient à l'État sénégalais. Pour l'expert pétrolier Ibrahim Bachir Dramé, ancien responsable de Petrosen, il n'existe pas de manière explicite des clauses qui prévoient des négociations dans les contrats pétroliers, mais des clauses qui réglementent les litiges éventuels. Citant l'exemple du gisement de gaz naturel Grand Tortue Ahmeyim à la frontière avec la Mauritanie, développé par le Britannique BP avec l'américain Cosmos Energy, la société mauritanienne des hydrocarbures et Petrosen, dont le début d'exploitation est prévu d'ici la fin de l'année. Il rappelle les limites de la négociation.
Il faut inéluctablement prendre en compte la partie mauritanienne, a-t-il souligné. À l'inverse, l'économiste international et spécialiste de développement industriel, Papa Dembatiam, assure que la plupart des contrats miniers ou d'hydrocarbures sont renégociés dans le monde. L'exemple de la zone Amérique latine-Caraïbe, où selon lui, 40 à 92% des contrats sont renégociés sur une période allant de 1 à 8 ans après leur signature. On brandit l'épouvantail des risques en disant que le pays qui le fait ne sera pas considéré comme sûr et ça va faire fuir les investisseurs. C'est une forme de chantage politique et moral sur les pays sous-développés, estime-t-il. Au Sénégal, la Constitution déclare que les ressources naturelles appartiennent au peuple et doivent lui profiter. Depuis 2021, dit-il, avec le Covid et la guerre en Ukraine, toutes les conditions sont réunies pour justifier une renégociation de ces contrats. Si renégociation il y a, elle doit être bien préparée pour éviter des fortes amendes, souligne M. Dramé, rappelant qu'en cas de litige, les compagnies pétrolières font recours aux tribunaux internationaux. Interrogé, une source au Fonds monétaire international FMI a assuré à l'AFP que les autorités sénégalaises l'ont assuré que le pays allait respecter ses engagements internationaux. Elles veulent s'assurer que les contrats signés sont conformes au code minier et pétrolier. On ne prend pas ça comme une chasse aux sorcières. Au Burkina Faso, la justice a de nouveau ordonné la libération de Guy Hervé Kam, célèbre avocat et leader de la société civile, arrêté fin janvier et détenu depuis, a indiqué mercredi son organisation. Abdul Karim Sako pour plus de détails. La Cour administrative d'appel de Ouagadougou, statuant en dernier ressort, a confirmé mardi la décision rendue en première instance par le juge des référés qui avait ordonné le 7 mars la mise en liberté immédiate de M. Guy Hervé Kam, après avoir constaté que ses droits fondamentaux avaient été violés, indique un communiqué de servir et non se servir sens dont Maître Kam est le coordinateur national. La décision du 7 mars n'a pas été exécutée par les autorités burkinabées et l'avocat est toujours en détention. Guy Hervé Kam, enlevé dans la nuit du 24 au 25 janvier à l'aéroport de Ouagadougou par des hommes en tenue civile, est tenu depuis à la sûreté de l'État au mépris délibéré et inconsidéré des dispositions garantissant la liberté et l'indépendance de l'avocat et du barreau selon l'ordre des avocats du Burkina Faso. Il est notamment connu au Burkina Faso pour avoir été l'avocat de la famille de Thomas Sankara, ex-chef d'État tué lors d'un coup d'État perpétré par son successeur Blaise Compaoré. Ancien magistrat, Maître Kam est également un leader de la société civile burkinabé. Il a notamment cofondé les Balais citoyens, un mouvement qui avait joué un rôle capital dans la chute du régime de Blaise Compaoré en 2014. En février, les avocats du Burkina Faso avaient observé un arrêt de travail paralysant de nombreux tribunaux pour exiger sa libération. Plusieurs cas d'enlèvement de voix considérés comme hostiles au régime militaire, au pouvoir depuis un coup d'État en septembre 2022 et dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré, ont été rapportés ces derniers mois à Ouagadougou. En janvier, le gouvernement de transition avait affirmé avoir déjoué une énième tentative de déstabilisation et lancé une traque contre un réseau impliquant des militaires et des civils. Le Burkina Faso est confronté depuis 2015 à des violences djihadistes attribuées à des mouvements armés affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique qui ont fait près de 20 000 morts et plus de 2 millions de déplacés internes. Depuis le 21 avril 2024, la station terminale du Pipeline Export Niger-Bénin a reçu ses premiers barils de pétrole. C'est le constat fait par la société West African Oil Pipeline Company. Abdul Alhamidou Badini pour le commentaire. L'acheminement du pétrole brut nigérien par le pipeline Export Niger-Bénin est désormais une réalité. Dimanche dernier, la société WAPCO, le maître d'ouvrage, en a fait le constat à la station terminale du pipeline à Sémé, au sud du Bénin. Depuis son lieu de production à Gadem, le pétrole aura parcouru environ 2000 km, dont 675 en territoire béninois, avant d'arriver à sa destination, le port en eau profonde de Sémé. Les réserves pétrolières du Niger sont estimées à 2 milliards de barils pour une production journalière de 110 000 barils, dont 90 000 destinés à l'exportation. La production journalière passera de 200 000 barils à partir de 2026. Lancée en 2019, la construction de l'oléoduc aura coûté entre 2 et 3 milliards de dollars.
pour le développement des champs pétroliers à Agadem, les estimations faisaient état d'un besoin d'investissement d'environ 4 milliards de dollars. Des investissements trop lourds et des avantages trop importants pour que le régime nigérian, qui a maintenu ses frontières fermées avec le Bénin, ne s'en préoccupe pas. Depuis le renversement du président Mohamed Bazoum, le Niger n'a pas rouvert ses frontières avec le Bénin, malgré la réouverture côté béninois devenue effective en février 2024. Fermées pour les marchandises et les hommes, les frontières nigériennes avec le Bénin restent tout de même ouvertes pour le pétrole. Ce en raison des investissements lourds qui ont été consentis pour la réalisation du projet de pipeline. Mieux, les avantages économiques pour les deux pays sont immenses. Le pétrole générera le quart du PIB du pays et près de 50% des recettes fiscales du pays. Ainsi, le pétrole constitue un bon appui pour le Niger, qui subissait déjà les affres de l'effondrement continu des cours de l'uranium, dont il est l'un des plus gros producteurs à l'échelle planétaire. Toute chose obligeant le régime de Niamey à fermer les yeux sur ses griefs contre le Bénin et à faire ses affaires pétrolières vitales pour sa propre survie. De son côté, le Bénin tire également de gros avantages de ce pipeline qui traverse son territoire sur la quasi-totalité de sa longueur. La première chose que le Bénin gagne de ce oléoduc, ce sont les droits de transit et les recettes fiscales estimées à plus de 300 milliards de francs CFA pour les 20 premières années d'exploitation de l'infrastructure. Mieux, à la phase de sa construction, il y a eu la création d'environ 3000 emplois, alors que l'exploitation a, elle, généré 500 emplois permanents. Suivons les brèves à présent, elles sont commentées par Moussa Fomba. Le partenariat avec Moscou a des effets sur l'économie burkinabé, désormais 4e de la zone CFA. C'est ce qu'a déclaré à Sputnik Afrique Ali Di Agali-Wele, vice-président du Bloc pour le redressement et le développement du Mali. La coopération russe facilite beaucoup de réalisations et crée des emplois dans la communauté burkinabé, selon lui, alors que le Fonds monétaire international FMI prévoit que le Burkina Faso deviendra la 4e économie de la zone CFA en 2024, dépassant le Mali. On en voit les effets. Il y a plus d'espoir que le Burkina sorte de cette situation de crise rapidement avec une bonne économie, explique-t-il. Cette dynamique pourrait se poursuivre si les membres de l'AES parviennent à créer leur propre monnaie en sortant du franc CFA, ajoute le responsable. Le franc CFA n'a plus d'avenir, il est déjà mort, il est à l'agonie. Nous assistons aujourd'hui à son enterrement. Il porte la connotation du colon et c'est une situation que les gens ne vont plus tolérer. Les gens veulent vraiment se défaire de cette monnaie qui bénéficie surtout aux colons. À l'autorité française, souligne Ali Di Agali-Wele. Même logique pour le dollar qui perd du terrain face aux échanges en monnaie nationale en Afrique. Un processus de dédollarisation est à l'œuvre qui pourrait mettre à mal l'économie américaine et l'influence politique de Washington selon lui. Beaucoup de pays pensent à leur monnaie nationale. Le dollar est utilisé comme une arme contre certaines réactions, contre certains pays. Avec la dédollarisation, ils n'auront plus ce moyen de s'imposer, de faire du chantage par rapport à d'autres pays, explique ainsi le responsable. Réunion consultative entre les dirigeants de l'Algérie, de la Tunisie et de la Libye. Les présidents tunisiens, algériens et libyens ont tenu leur première réunion consultative à Tunis. Ils ont appelé à unir les positions et à intensifier les consultations et la coordination pour renforcer la sécurité et la stabilité dans toute la région. Kayes Sayed, Abdelmajid Tebboune et Mohamed Younes Menfi se sont ainsi mis d'accord de coordonner les efforts visant à protéger la sécurité des frontières communes contre les dangers et les conséquences de la migration illégale et d'autres manifestations du crime organisé, unifier les positions face aux différents pays concernés par la migration irrégulière dans le nord de la Méditerranée et dans les pays subsahariens, formuler des mécanismes permettant d'établir des projets et des investissements conjoints majeurs dans des secteurs prioritaires tels que la production de céréales et de fourrage ou le dessalement de l'eau de mer, accélérer la mise en œuvre du projet d'interconnexion électrique entre la Tunisie, la Libye et l'Algérie.
Le Parlement britannique adopte le projet sur l'expulsion de migrants clandestins au Rwanda. Les deux chambres du Parlement britannique ont approuvé ce 23 avril le projet de loi qui vise à envoyer au Rwanda les demandeurs d'asile entrés illégalement au Royaume-Uni sans visa, en bateau ou cachés dans des camions. Ces personnes ne pourront réclamer l'asile que depuis le sol rwandais qui examinera leurs demandes. Plus tôt, Rishi Sunak, le Premier ministre britannique, avait assuré que son gouvernement était prêt à expulser des demandeurs d'asile vers le Rwanda d'ici 10 à 12 semaines, une fois la loi adoptée. L'accord signé avec le Rwanda déjà en 2022 constitue une première en Europe. Ce pays de l'Afrique de l'Est est défini comme un pays tiers sûr. Le projet de loi sûreté du Rwanda, dont l'objectif est de lutter contre l'immigration clandestine, est fortement critiqué. Selon le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, il va à l'encontre des principes fondamentaux des droits humains. Les pays occidentaux ont provoqué leur propre chute et retrait du continent africain. C'est l'opinion d'un expert malien contacté par Sputnik Afrique. Abdoul Diallo analyse les raisons qui ont amené les autorités militaires nigériennes à demander le départ de l'armée américaine de leur territoire. Contacté par Sputnik Afrique, Abdoul Diallo pointe le manque de confiance et l'absence de partenariat gagnant-gagnant entre le continent africain et les pays occidentaux. Nous voulions acheter des armes puissantes afin de faire face à la menace terroriste, mais nous n'avons pas pu parce que nous avons été empêchés d'acheter des armes, affirme-t-il. Par contre, la Russie est un allié sûr pour le Niger, le Mali et le Burkina Faso, estime-t-il. Moscou a accepté de nous vendre des armes, d'envoyer des instructeurs, détaille-t-il. Dans le futur, assure-t-il, plusieurs pays africains où se trouvent des contingents français et américains vont demander à ce que ces bases-là soient retirées de leur pays. Et voilà qui met fin à ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain, même heure, même plateau. Plaise à Dieu. Qu'Allah bénisse le Mali.